sommes dans la deuxième partie de notre émission, toujours avec le docteur Alain Mwanga. Votre service a été souvent appelé hôpital des fous, cabanon, asile. Selon vous, quel est le regard que les Congolais portent sur la psychiatrie? C'est forcément un mauvais regard. Quand on appelle un service hospitalier cabanon, c'est qu'on fait référence à l'enfermement. C'est qu'on fait référence à la prison et c'est pas bon. C'est pas bon parce que chez nous, les malades ne sont pas en prison. Ils sont en soins. Mais c'est l'héritier de notre histoire, de l'histoire de notre hôpital. Parce qu'il faut savoir qu'en 1958, lorsque l'hôpital général a été érigé, à ce moment-là, c'était la conception asilaire du traitement des malades mentaux. C'est-à-dire qu'il fallait mettre les malades mentaux à l'écart. Il fallait les enfermer parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas les traiter. C'est pour cela qu'au niveau de l'hôpital général, vous voyez qu'à côté du bâtiment principal, il y avait le bâtiment des maladies infectieuses. Un peu plus loin, il y avait le bâtiment des tuberculeux et encore plus loin, il y avait le bâtiment des malades mentaux. Nous appartenons à l'hôpital général de Brazzaville. En 1958, l'OCH n'existait pas. Donc il y avait un espace vide entre le grand bâtiment et notre centre. Le mur, l'enceinte de l'hôpital général n'existait pas. Donc il s'agissait du même ensemble. Il s'agissait du même ensemble. Et actuellement, nous sommes hors les murs de l'hôpital général, du CHU d'aujourd'hui, et à l'intérieur d'un quartier semi-résidentiel qu'on appelle l'OCH. Mais je dois dire que c'est une chance. C'est-à-dire que le destin nous a là fait un clin d'œil parce qu'on se retrouve pratiquement comme en Europe, où les centres de santé mentale sont situés au sein des espaces urbains. Actuellement, la maladie mentale est soignée dans les hôpitaux généraux. Dans les hôpitaux généraux. Donc, le service de psychiatrie du CHU de Brazzaville, c'est un service de santé mentale qui est annexé à un grand service, à un grand hôpital, pardon, et je dois dire que c'est une chance. Maintenant, l'actuel directeur, M. Bernard Ovulaka, a décidé de changer cette image que les populations se font du service de psychiatrie. Donc, si vous venez aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des espaces verts, que c'est propre, qu'on se sent en sécurité. Et demain, je ne serai pas surpris qu'il y ait un bâtiment aux normes. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne ressemble pas à une prison. Et c'est le but que nous voulons atteindre, passer de cette conception carcérale de la psychiatrie dans l'esprit de nos populations à une conception humaine de la santé mentale. On va visiter ensemble. C'est une consultation. Là, c'est un médecin du service en consultation. Et l'intérieur, ça fait partie du traitement. Il est très important que dans un service comme celui de psychiatrie, le service soit beau et soit bien entretenu. Et là, vous voyez que les espaces verts, les fleurs, etc. sont en processus de transformation physique, mais qui a une répercussion également sur le malade. Pour éviter la mixité, il faut vraiment qu'il y ait le pavillon homme et le pavillon dame. Ici, c'est les archives. Vous voyez que normalement, on devrait pouvoir aménager les archives de telle sorte qu'on puisse retrouver un dossier. On a reçu des matelas de la Fondation Congo Assistance. Historiquement, c'est ici les bureaux
du chef de service. Et c'est une unité qui a une histoire particulière. C'est Madame Antoinette Sassou Nguesso qui avait financé l'extension de ce bâtiment. Hein? Donc vous verrez que architecturalement c'est différent, hein, du bâtiment d'hospitalisation. Les soins, c'est pas seulement le médicament, nous sommes désolés, c'est pas ça les soins. Hein? Donc ça, c'est une salle, hein, voilà, une salle multi-usage. Hein, de réunions avec les malades, causer, bavarder, regarder la télé. Hein, donc normalement, il devrait y avoir des chaises, il devrait y avoir une télévision, hein, pour regarder des films, etc. Hein. Les chambres de première catégorie sont à l'intérieur de ce bâtiment, avec des chambres climatisées, c'est ici. Il est possible de se soigner au sein du service de psychiatrie en étant dans des conditions confortables. Actuellement, les gens sont traités au sein de la communauté, donc dans tous les hôpitaux généraux de notre pays, il devrait y avoir des services de santé mentale, avec un côté pour la consultation et un côté pour l'hospitalisation. C'est clean votre centre. Oui, ça va de mieux en mieux. Ah, ça oui. va de mieux en mieux. Je dois dire que l'actuel directeur général, M. Bernard Ovulaka, a un tropisme particulier pour la santé mentale. C'est vraiment un problème, il s'en soucie et il veut que les malades mentaux soient soignés comme les autres malades. Et effectivement, le chef de la maison n'a pas à faire de différence entre les différents groupes de malades. Je vous l'ai dit, la santé mentale souffre de deux choses, la discrimination et la stigmatisation. La discrimination, c'est le fait qu'on nous mette à côté, loin, hors du regard. C'est ce qu'on a fait à nos frères. On vous exclut. On nous exclut. C'est ce qu'on a fait à nos frères longtemps en Afrique du Sud et aux États-Unis. C'est ça la discrimination. L'apartheid. C'est mauvais. Le deuxième phénomène, c'est la stigmatisation. C'est-à-dire que pointer du doigt, pointer du regard quelqu'un comme étant différent. L'expression de fou guéri est une expression que les gens utilisent. Hein. Quelqu'un n'a plus le droit de se fâcher parce que c'est un fou guéri, parce qu'il a eu des troubles. Non, je suis désolé. On guérit. C'est vrai que bon... On guérit, on en guérit. Il y a un certain nombre de pesanteurs qui planent sur toutes les personnes qui ont souffert des troubles psychiques. Hein. Chaque fois qu'il y a un petit geste, bon, on a tendance à faire le lien avec... Mais c'est pas normal et puis on doit éduquer les populations. Je pars toujours de la sagesse populaire vers la science. C'est à tort. Hein, c'est à tort. Hein. Je pars toujours de la sagesse populaire vers la science pour vous dire que les Français disent que le génie est proche de la folie. Le génie. Oui, il n'y a pas de génie sans grain de folie. Voilà. Donc, pour être différent, pour créer, pour innover, il ne faut pas être comme le commun des mortels. Il faut avoir un peu de folie. Alors, il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils étaient différents. Ils étaient différents. Hein. Quand on explique que Galilée a dit que la Terre n'était pas immobile, hein, qu'il y avait une révolution, on a dit qu'il était fou. À l'époque. Oui, parce que l'Église, bon, c'est voilà. l'Église qui l'a condamné. Oui, c'est pour vous dire que c'est le même mot. C'est le même mot. Mais voilà. Longtemps avant Galilée, Nicolas Copernic avait développé cette théorie. Voilà. Donc, c'est toujours dans cet exemple qui est un exemple d'actualité. Vous savez que les enfants autistes ont des capacités
parfois particulières. C'est des hypercalculateurs, c'est des génies de l'informatique. Justement parce qu'ils réfléchissent différemment. Ils réfléchissent différemment. Et j'ai appris que Microsoft, donc, pardon pour la publicité, mais la multinationale a mis en place un programme de recrutement pour les autistes, pour amener les autistes à contribuer au développement des logiciels au sein de cette société. Ils ont compris l'intérêt de... Ils ont compris cette... Voilà. Donc, les personnes qui ont souffert de troubles mentaux, il ne faut pas les exclure, non. Loin de là. Il faut plutôt les ramener dans la communauté et ils vont contribuer à la croissance de cette même communauté. C'est un préjugé. Je ne cite pas les exemples. Nous avons des footballeurs de génie qui avaient des problèmes de santé mentale. Il n'y a aucun problème. Je n'en connais pas beaucoup. Vous n'en connaissez pas beaucoup, football, hein? Oui, j'aime bien le football, mais je n'ai pas souvenir d'un... Il faut aller sur Internet et puis mettre trouble mental et football. Vous aurez des informations. Oui, d'accord, je regarderai, mais je n'ai pas fouillé dans ce sens-là. Si. Pelé, par exemple Non, pas Pelé. Parce que lui, il était phénoménal. Il était extraordinaire, oui. mais pas Pelé. Mais il y a des exemples. Hein. Il y a des exemples. Bon, c'est vrai qu'il y a des footballeurs qui ont fini dans la drogue, mais ça, c'est notre problème. Non, ça fait partie de mon champ d'activité, comme je vous l'ai dit. La toxicomanie, c'est un trouble du comportement. C'est un trouble... La définition de la dépendance, on préfère actuellement parler de dépendance, de conduite de dépendance, c'est qu'on dit que c'est quelqu'un qui a perdu la liberté de s'abstenir. Hein? Quelqu'un qui est dépendant, c'est quelqu'un qui a perdu la liberté de s'abstenir. C'est un trouble des conduites. Quand vous ne vous appartenez plus, il y a problème. Hein? C'est pour dire que le champ de l'alcool, l'alcool c'est une maladie qui intéresse plusieurs spécialités. Hein. Il y a le gastro-entérologue qui prend en charge les complications à type de cirrhose, varices œsophagiennes. Il y a les neurologues qui prennent en charge les complications neurologiques, mais du point de vue du comportement alcoolique, c'est le psychiatre. Des conduites de dépendance. De la même manière pour le tabac, de la même manière pour les drogues illicites. Donc c'est dans le champ de la santé mentale. Névrose, psychose, trouble de la personnalité, mais également conduite de dépendance. Tout ça, hein, c'est le champ de la santé mentale. Et les conduites déviantes, hein, je n'entre pas dans les détails. Je vous donne l'exemple des troubles des conduites instinctuelles. L'anorexie. L'anorexie, le fait qu'une jeune fille refuse de s'alimenter, il s'agit d'un trouble mental. Hein. Oui, c'est une maladie, elle ne perd pas, elle ne fait pas de trouble du comportement grave, mais elle dit que moi je veux rester mince, je ne mange pas. Je veux me présenter au concours Miss Congo, ouais. Je ne mange pas. On prend ça en charge. Les troubles des conduites sexuelles. 90% des cas d'impuissance masculine sont d'origine psychique. Nous disons que quand ça ne marche pas en bas, c'est qu'il y a un problème en haut. Vous comprenez? Oui, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour régler ce type de problème, il faut dénouer en haut. Il faut dénouer au niveau psychique. Et il faut aller voir le psychiatre. Vous voyez qu'on est loin de la folie. Hein? On est loin de... Ou du psychologue, bien entendu. Hein? Une fois éliminées les causes organiques d'impuissance. C'est pour ça que la halte au niveau du médecin est une halte impérative, c'est obligatoire. Le médecin peut ensuite aiguiller vers le psychologue. Si le malade commence d'abord par le psychologue, il faut que le psychologue ait la responsabilité d'orienter le malade vers le psychiatre.
pour éliminer tout ce qui est cause organique. Parce que, je vous ai dit, 90% des cas d'impuissance sont d'origine psychique, et les 10%, on fait comment? Mais les 10%, moi j'ai un cousin, moi c'est depuis son jeune âge, hein, donc il est dans les 10%. Voilà, mais il y a une cause identifiée. Oui, voilà, donc il faut être en mesure d'identifier cette cause-là. Donc je vous ai parlé des troubles des conduites instinctuelles, en rapport avec l'alimentation par exemple. Je vous ai parlé des troubles des conduites sexuelles, hein, n'est-ce pas? Alors avec les problèmes de violence, les problèmes de pédophilie, etc. Un pédophile, qu'est-ce que c'est qu'un pédophile si ce n'est quelqu'un qui a des problèmes de choix d'objets sexuels? C'est-à-dire, il choisit des objets sexuels qui sont des enfants. Lui, sa préférence, c'est les enfants. Va vers les enfants. Vers les enfants. Les grandes personnes, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est un trouble mental. Et vous arrivez à les recadrer ou c'est... On ne guérit pas de tout, hein, en médecine, que ce soit en psychiatrie ou dans les autres disciplines médicales, on ne guérit pas de tout. Mais notre responsabilité est d'accompagner toujours. Guérir quand on peut, le plus souvent qu'on peut, mais dans tous les cas, nous devons accompagner. Hein, donc, dans ces cas spécifiques où il y a souffrance, je crois que la souffrance doit être identifiée. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça existe dans notre pays, mais on n'en parle pas. C'est deux choses différentes. Non, c'est peut-être pas tabou. Peut-être que les journalistes n'en parlent pas suffisamment. On parle des faits divers. Hein. Moi, quand je lis les journaux, je regarde la page des faits divers. Et régulièrement, on a des cas de faits divers. Hein. C'est-à-dire que, bon, telle personne, c'est un cas de pédophilie. C'est-à-dire le chapeau, c'est un cas de pédophilie. Mais pourquoi je ne les retrouve pas à l'hôpital? Il faut poser la question au juge. C'est un ensemble. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la question de la santé mentale ou la question de la maladie mentale et la résumer seulement à la dimension médicale. Ce n'est pas seulement la dimension médicale. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension psychologique, c'est un tout. C'est un tout. Hein, et c'est les gens qui doivent se mettre ensemble pour pouvoir régler le problème. Mais quel que soit le point d'entrée, si le point d'entrée c'est la justice, ensuite il faut que la justice réfère. Si le point d'entrée c'est la police, il faut que la police réfère. Si le point d'entrée c'est l'école, il y a eu un fait divers récemment en France où le problème a eu lieu à l'école, entre l'enseignant et l'enfant. Oui. Voilà. Il faut également automatiquement qu'il y ait un signalement. Donc, si l'État fonctionne de manière convenable, chacun de ces services-là communique. Hein? Nous communiquons et ça concourt à la prise en charge de tous les problèmes de santé mentale. Et généralement, les malades vous sont référés par des confrères, la police, les pompiers ou la famille? Principalement la famille. Jamais la police? La police, ça arrive, mais ça pose problème. Ça pose problème parce que quand la police envoie un malade, normalement, c'est le juge qui devrait prendre la décision. La police n'a pas le droit d'envoyer directement. Les policiers, parce que dans notre service, on restreint quand même pendant un certain temps la liberté de quelqu'un d'aller et de venir. Hein. Voilà. Et cette restriction des libertés doit être encadrée. Et l'encadrement de la restriction des libertés dans un pays comme le nôtre, c'est le système juridique. C'est le système juridique. On devrait même avoir des juges qui périodiquement viendraient dans le service pour vérifier si nous n'abusons pas du pouvoir que nous avons
d'enfermer les uns et les autres. C'est quand même quelque chose d'important que nous avons comme pouvoir. La loi, et c'est dommage de le rappeler ici, les lois que nous avons n'ont pas été réactualisées. Elles sont issues de la colonisation. Mais c'est une loi qui encadre le traitement des maladies mentales graves. Les lois qui régissent votre département. Hein? Oui. Ouais. Parce que pour pas la loi en général, non, ce qui vous concerne, vous. Pour traiter sous la contrainte. Nous sommes, c'est la seule discipline médicale où on peut soigner quelqu'un contre sa volonté. Il n'y a pas d'autre discipline médicale où on peut soigner quelqu'un contre sa volonté. Le psychiatre, dès qu'il dit que vous êtes malade et qu'on doit vous hospitaliser, c'est suivi des faits, hein, dans les pays modernes. Oui, mais vous voulez que ça change dans quel sens? Que ça soit encadré par une loi. La loi n'existe pas. Ah, donc la loi... Chez nous, la loi n'existe pas. C'est ce qui fait que dans les églises, on enferme, chez les tradithérapeutes, on enferme, et chez nous, on enferme. Je dois dire que chez nous, on n'enferme pas, puisque quand moi, un malade me regarde et me dit « Docteur, vous n'avez pas le droit de me garder ici, je dois sortir », je lui dis « La porte est ouverte », parce que moi, je respecte la loi. Alors, si le malade connaît la loi, on la respecte. Oui, parce qu'aucune loi ne vous autorise parce à le garder. Parce qu'aucune loi, effectivement, ne nous autorise à garder quelqu'un contre sa volonté. Ah ouais, moi, enfin, je crois que là-bas, il n'y aura plus personne, hein, après la diffusion de cette émission. Hein. Il y a autre chose qu'il faut dire. Chez nous, c'est le primat de la famille. Ce n'est pas le primat de l'individu. Ah, donc, c'est parce que les familles décident d'enfermer quelqu'un qu'elles se retrouvent enfermées. On n'écoute pas les individus. Et c'est notre chance. Ah, hein, si on était dans une société où on écoute l'individu, effectivement, l'individu peut se lever et dire « Ma place n'est pas ici, je m'en vais. Oui. » Non. Mais dans notre société, dès que la famille dit « Tu restes là », et le malade s'exécute. Y a-t-il autant d'hommes que de femmes malades? C'est à peu près la même chose. Ça dépend des affections. Hein, mais grosso modo, il y a une égalité du genre vis-à-vis de la maladie mentale. Oui. Quel personnel disposez-vous pour faire votre travail? Alors, le personnel, nous avons des problèmes de ressources humaines. Il y a déjà un problème de ressources humaines en santé de manière générale, mais le problème des ressources humaines en santé mentale, c'est encore plus grave. Puisque les personnels ont l'impression que quand on les affecte en psychiatrie, c'est qu'on veut les brimer, c'est qu'on veut les punir. Hein? Donc, il faut changer la mentalité de tout le monde. Ce n'est pas changer seulement la mentalité des populations, mais il faut également changer la mentalité des personnels de santé. D'autre part, comme c'est une activité vraiment difficile, il faudrait mettre en place des mesures incitatives. Hein, c'est-à-dire que comme nous avons des problèmes de personnel, il faudrait que les personnes qui travaillent en psychiatrie aient un plus. Parce que nous avons des infirmiers qui sont victimes de violences. Non, les familles, la personne est agitée, le parent se rétracte, hein, il dit c'est vous l'infirmier, c'est à vous, c'est votre travail. Nous n'avons, nos infirmiers n'ont pas fait les techniques d'aïkido ou de judo ou de maîtrise, non, c'est pas ça. Pour pouvoir maîtriser quelqu'un qui est agité, on dit qu'il faut 3 personnes, 3 soignants qui viennent, qui convergent au même moment pour maîtriser quelqu'un. Or, nous sommes en sous-effectif. Alors, en 1 contre quelqu'un qui est agité, c'est pas possible. Vous devinez ce qui peut se passer. Là-bas, vous favorisez les arts martiaux aussi ou non, comment vous organisez? Vous-même, vous pratiquez les arts martiaux? Non, non, point du tout, parce que nous, c'est ce que je vous avais dit, nous respectons la personne humaine. Donc, il n'y a aucune
mesures adversives vis-à-vis du malade. C'est-à-dire que rien n'est fait, même l'immobilisation, là, c'est une immobilisation qui doit être ferme mais douce. Ferme mais douce. C'est pour ça que c'est le nombre. En réalité, c'est le nombre. C'est plusieurs personnes qui viennent au même moment pour neutraliser. Donc ça voudrait dire que si on a 10 personnes agitées, il faudrait 30 personnels au même moment. Et vous ne les disposez pas? Non, non, non. On n'a pas ce ratio-là de personnel. On n'a pas du tout ce ratio-là. Donc, et ça c'est spécifique. C'est vraiment spécifique. Dans tous les services de santé mentale du monde, c'est comme ça. Puisque la personne, à ce moment-là, ne se contrôle plus. Est agitée. Insulte, etc. Donc, les personnels doivent être formés à ne pas tenir compte des insultes. Elles doivent être formées, c'est leur métier. Oui, absolument. Hein? Et puis ensuite, elles doivent être formées à être capables d'immobiliser. Mais d'immobiliser sainement, sans qu'il y ait... sans qu'il y ait violence. Sans qu'il y ait violence. Voilà. C'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors pour ça, il faut une prime de risque, nécessairement. Et vous ne l'avez pas? On ne l'a pas. Je pense qu'on ne l'a pas. Non, vous pensez ou vous ne l'avez pas? Non, nous ne l'avons pas. Ouais, bon. Nous devons dire la vérité, nous Vous ne ne l'avez l'avons pas. pas. Mais je pense que cette question... Je crois qu'elle sera tranchée par le directeur. Elle sera tranchée, je pense. Vous lui avez tressé les lauriers. Ben, c'est ce qu'il fait, hein, c'est pas... J'ai dit, je n'ai fait que dire... Non, j'ai dit avec les lauriers que vous l'avez voilà. tressé, je pense qu'il sera sensible à votre appel. Alors, ça c'est une question d'un internaute. Que faire lorsque ni les antidépresseurs, ni la psychothérapie ne fonctionnent pas? Ça dépend. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut faire un diagnostic. La première chose, c'est-à-dire il faut consulter. Il faut nécessairement faire un diagnostic. Et s'il s'agit d'une dépression, on prescrit des antidépresseurs, on prescrit un traitement par le verbe. Ce qu'on appelle la psychothérapie, c'est un traitement par le verbe. Et on met en marche des mesures d'accompagnement. La majorité des dépressions guérissent. La dépression est une affection de bon pronostic. Maintenant, il y a un certain nombre de dépressions qui ne guérissent pas, c'est ce qu'on appelle les dépressions résistantes. Les dépressions résistantes, il y a également des méthodes pour prendre en charge les dépressions résistantes. Par le passé, dans le service, nous avions un appareil qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie, hein, un dispositif pour faire l'électroconvulsivothérapie. C'est ce que l'on appelle l'électrochoc. C'est interdit maintenant? Non, ce n'est pas du tout interdit. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Ça marche très bien dans le cadre, par exemple, des dépressions résistantes. Vous le disposez à quel... Au niveau cérébral, ce sont des électrodes que l'on met en place au niveau du cerveau et on entraîne artificiellement une crise convulsive. Et on a remarqué que les personnes, lorsqu'on leur fait subir de manière artificielle ces crises convulsives-là, certaines personnes vont mieux. Hein? Donc, c'est une indication. Hein? Il faut indiquer cela. Et ensuite, il faut le faire. Et je viens de vous dire que nous, l'appareil a été volé. Pendant les événements de 1997, il y a quelqu'un qui a volé cet appareil, on ne sait pas ce qu'il en fait. Mais quoi qu'il en soit, notre service n'en a plus. Mais la commande est prévue. Hein, et dans ce cadre-là, certaines dépressions résistantes vont être soignées par ce biais. D'autre part, il y a des médicaments dont nous ne disposons pas. Les médicaments.
hein, vous savez que les médicaments coûtent cher. Dans le cadre du sida, les médicaments sont offerts par la nation, la solidarité nationale. La tuberculose, c'est la même chose. La lèpre, c'est la même chose. Le paludisme, chez les enfants, voilà. Donc, chez les malades mentaux, il n'y a aucune prise en charge. Je parle là de la situation de notre pays. Or, les traitements, il y a des traitements qui sont peu coûteux, il y a des traitements qui sont très coûteux. Il y en a qui sont très coûteux. Hein? Donc, si vous n'êtes pas guéri par le médicament A, peut-être que vous allez être guéri par le médicament B ou par le médicament C, qui est hors de votre portée. Je veux dire de votre portée financière. Enfin, il y a des examens simples qui ne coûtent pas cher, dont nous ne disposons pas. Nous ne disposons pas de ces examens. Donc, nous voulons faire une psychiatrie moderne. C'est-à-dire que le Congolais puisse bénéficier des derniers traitements. Nous disons qu'en médecine, nous n'avons pas l'obligation de résultats, mais nous avons l'obligation des moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moyens que nous utilisons doivent être conformes à l'avancée de la science. À l'avancée de la science. Donc, pour répondre à cet internaute-là, il faut consulter, premièrement. Deuxièmement, il faut bénéficier de traitements. Troisièmement, s'il y a des difficultés dans les traitements, pouvoir bénéficier d'autres traitements qui, malheureusement, ne sont pas toujours disponibles dans notre pays. Il me semble qu'il n'y a pas d'enfants hospitalisés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de psychiatrie pédiatrique alors, au Congo. Je dois dire que nous sommes un service de psychiatrie adulte et que les enfants doivent être soignés dans des services de psychiatrie d'enfants qu'on appelle les services de pédopsychiatrie. Et ça existe, hein, ça existe. Il n'y en a pas dans notre pays. Et vous les soignez comment? Hélas. Et vous les soignez comment, les enfants? Alors, on se déplace. On fait ce qu'on appelle la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vers les services de psychiatrie pour pouvoir prendre en charge ces enfants là où ils sont. Il y a de nombreux enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a de nombreux enfants. Et là, également, c'est le lieu de faire un plaidoyer pour qu'il y ait la formation de personnel. Actuellement, au Congo, nous sommes 4 psychiatres en activité. 4 sans compter sur l'ensemble du territoire. Voilà, sur l'ensemble du territoire. Sans compter nos 2 aînés qui sont à la retraite. Je veux parler du médecin-colonel Abel Durand-Missonsa et du docteur Bilongo Manene. Les psychiatres en activité, ils sont 4. Il y en a 3 à Brazzaville et 1 à Pointe-Noire. Les 3 à Brazzaville, il y en a 2 au CHU et 1 à l'hôpital central des armées. C'est très largement insuffisant. Il faudrait être 100, 200, 300. Nous sommes 4. Donc là également, il faut une politique volontariste en matière de ressources humaines, en sciences de la santé, et faire la promotion de certaines spécialités. Parce que là, effectivement, nous avons un problème. Nous avons un problème de ressources humaines. Nous sommes 2 médecins au CHU de Brazzaville. Ce n'est pas normal pour un service de 46 lits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait 2 psychiatres pour un service de 46 lits et une population de plus d'1 million d'habitants. Je crois que la ville de Brazzaville doit être peut-être autour de 1,5 million d'habitants. Vous recevez des malades de l'intérieur aussi? On reçoit également les malades de l'intérieur du pays. On reçoit également. Donc le recrutement est national. Alors, ce qui est notre chance, c'est que la plupart des malades mentaux
ont la possibilité d'être prises en charge dans le système traditionnel et religieux de soins. Oui. C'est ça la chance. La chance comment? Si, c'est une chance. Pourquoi? C'est une chance puisqu'ils sont pris en charge. Ça vous décharge? Ça nous décharge. Et comme ce n'est pas un système de soins inefficace, hein? Moi, je n'ai pas dit que c'était inefficace. J'ai dit que ce n'était pas conforme au droit. Mais je n'ai pas dit que c'était inefficace. Sinon, la principale affection psychiatrique que nous appelons la bouffée délirante. La bouffée délirante, c'est quelqu'un qui, pendant un moment donné, délire. Mais, par définition, elle est d'évolution spontanée, avec ou sans traitement vers la guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite le malade guéri. On ne traite pas le malade guéri également. Voilà. La vérité, c'est celle-là. Mais les conséquences de la maladie, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, durant le moment où vous êtes malade là, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, les conséquences sociales. C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est là où nous sommes extrêmement efficaces. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est malade, on le soigne, ça s'arrête. Il n'y a pas de conséquences sociales, parce que ce sont les conséquences sociales qui posent problème. Sinon, ça veut dire que le même malade, il va chez le tradithérapeute, il guérit. Le tradithérapeute dit, c'est moi qui l'ai guéri. OK? Il va chez le religieux, il guérit. Le religieux dit, c'est moi qui l'ai guéri. Il vient chez nous, il guérit. Moi, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai guéri. Je sais qu'il va guérir avec ou sans traitement. C'est ça la différence. Les questions de pronostic, c'est la même chose. Le religieux va dire, Dieu t'a guéri. Et Dieu guérit définitivement, par définition. Le tradithérapeute dit également, je t'ai guéri. Les fétiches t'ont guéri, on a fait les sacrifices, etc. Moi, lorsque le patient va me poser la question, ou sa famille va me poser la question, docteur, est-ce que la maladie là, est-ce que ça peut revenir? Moi, je suis un scientifique, je suis tenu à dire la vérité. Et vous dites quoi? Je dis qu'il y a un potentiel de récidive. Je dis la vérité. C'est-à-dire que c'est arrivé, il est possible que cela arrive de nouveau. Mais ce n'est pas la majorité des cas. Dans les 2/3 des cas, ça ne revient jamais. Moi, c'est ce que je dis. Mais le bantou n'entend pas ça. Hein? C'est-à-dire que la culture bantou n'entend pas quelqu'un qui lui dit que non, je t'ai soigné, mais tu peux rechuter. Non, non. Le bantou a besoin que la personne en face de lui dise que c'est fini. Non, c'est le souhait de tout malade. C'est pas propre au bantou. Non, c'est ça, c'est culturel. Chose, on aimerait guérir définitivement. C'est culturel, parce que le médecin, c'est celui qui est détenteur quand même d'un savoir. Oui. Malheureusement, nos populations ne se comportent pas toujours avec nous comme si elles reconnaissaient le fait que nous sommes détentrices d'un savoir. Quand le médecin parle, ailleurs on l'écoute. Chez nous, n'importe qui peut mettre en échec la parole médicale. C'est une constatation du quotidien, hein? C'est-à-dire que n'importe qui peut dire non, écoute, il y a une église là, moi je connais quelqu'un, ton problème là, on va le régler définitivement. Quelqu'un est capable de dire, hein, qui n'a aucune connaissance, arrête le traitement. Et le malade va arrêter le traitement. Ça, c'est culturel, ça, c'est chez nous. Oui, mais reconnaissons quand même que quand il s'agit d'une dépression, une conjonction de circonstances peut faire que la personne reprenne ses esprits, chez un guérisseur comme à l'église.
Bon, c'est plus difficile avec des pathologies lourdes comme le cancer. C'est la spécificité de notre discipline, de dire qu'on peut traiter par la parole. Mais la parole... Il suffit que la personne retrouve un certain équilibre. Mais la parole, tout le monde parle. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que le traitement par la parole, mais tout le monde est capable de le faire. Le problème, c'est de donner du sens et de faire un pronostic. Nous avons la responsabilité de faire un pronostic. C'est-à-dire que lorsque vous demandez à un médecin, vous lui posez la question, est-ce que c'est grave? Hein? Un patient ou les parents, à la fin de l'entretien ou de l'examen médical, ils peuvent poser des questions. Première question, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de quelle maladie? Hein? Deuxième question, est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais en mourir? Hein? Ou est-ce qu'il y aura des conséquences fâcheuses? Troisième question, est-ce que ça va revenir? Et nous, médecins, nous sommes tenus de répondre. Nous avons été formés pour ça. Et nous ne répondons pas au hasard. Nous répondons parce que nous puisons ce que nous disons dans un corpus de connaissances qui a été validé. Ce n'est pas le cas de nos concurrents. C'est là où il y a opposition. Ce n'est pas le cas de nos concurrents. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle dépression, ce n'est pas ce que le religieux appelle dépression, ce n'est pas ce que le tradithérapeute appelle dépression. Pour le religieux, c'est un envoûtement. C'est un envoûtement, c'est une possession, machin, bon. Il va exorciser le malade, et puis bon, si ça peut provoquer le déclic chez le malade, ben, tant mieux. Tant mieux. Voilà, et là, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est valable. Hein, toutes ces postures thérapeutiques sont valables. Tous ces itinéraires-là sont valables. Sauf dans un certain nombre de cas. Absolument. Ces cas-là sont connus. Les cas, c'est les maladies organiques. Les maladies organiques, une tumeur cérébrale, je suis désolé, ça ne disparaît pas comme ça. Non, non, non. L'hypertension artérielle aussi, ça ne disparaît pas comme ça. Le diabète, ça ne disparaît pas comme ça. Le cancer, ça ne disparaît pas comme ça. Ça, c'est autre chose. Les maladies mentales chroniques. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple de maladie mentale aiguë, mais il y a les maladies mentales chroniques. Une maladie mentale chronique ne disparaît pas comme ça. Il faut un traitement médical. Il faut un traitement, oui. Absolument. Vous aurez beau passer 2 ans dans une église, vous n'allez pas guérir. Hein? Vous pouvez même y passer 10 ans ou toute votre vie, vous n'allez pas guérir. Pour vous guérir, il faut nécessairement prendre des médicaments. C'est pour ça qu'il faut connaître. La psychiatrie, c'est une science universelle. On ne soigne, on ne souffre pas différemment aux États-Unis, en Russie ou en Australie qu'au Congo. C'est la même chose. Mais les symptômes ne sont pas interprétés de la même manière. Les symptômes ne sont pas interprétés de la même manière. C'est là la différence. Oui. Et c'est ce qui explique pourquoi, chez certains de nos malades, la situation est difficile. Parce que les familles prennent le problème dans toutes les sauces, etc. Et c'est ce qui fait également que nous avons des malades dans la rue, hein, parce qu'aux États-Unis, vous ne verrez pas un malade dans la rue. Vous pouvez voir un pauvre. J'étais aux États-Unis, j'ai vu quand même... bon, je ne sais pas s'il était malade, mais vous voyez... Bon, maintenant, c'est difficile de classer malade, SDF... bon, voilà. Alors, ce que moi je dis, parce qu'on réfléchit sur le sujet, puisque régulièrement les journalistes nous posent la question et pensent qu'il faudrait prendre toutes les personnes errantes de la ville et les déposer dans le service de psychiatrie. Ils pensent que c'est ça. C'est pas ça. La situation est beaucoup plus complexe que cela. Oui. Dans les pays où il y a une solidarité nationale, la solidarité est beaucoup plus agissante en matière de santé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être malade que pauvre. Quand vous êtes pauvre, quand vous êtes malade, vous êtes pris en charge dans le système de soins. Oui, oui. Et comme le système de soins
impose la gratuité pour les malades mentaux qui sont logés et nourris dans des institutions de long séjour qui sont faites pour ça, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on les soigne. Lorsqu'ils sont identifiés comme étant malades, elles sont soignées. C'est pour dire que dans notre cas, dans notre pays, si on voit quelqu'un qui est malade dans la rue, on le prend et on va le soigner. On va le soigner. Mais nous n'avons que 46 lits. C'est pas évident. Donc, on ne peut pas prendre tous les patients chroniques et les mettre dans les 46 lits du CHU. Le service va s'arrêter de fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut construire des institutions de long séjour. De long séjour. Avec une capacité d'accueil pour prendre les malades, nous occuper d'eux. Parce qu'il y en a de plus en plus qu'hier. Les habiller, effectivement. Et ça vous inspire quoi, vous, le psychiatre, quand vous voyez ce spectacle-là? Je suis ému et j'espère qu'il y aura un sursaut qui va nous amener à prendre en charge les malades. Les malades, parce qu'il y a les pauvres dans la rue et puis il y a les malades mentaux dans la rue. C'est deux choses différentes. Mais moi, en tant que psychiatre, je m'intéresse aux malades. Il faut prendre en charge les malades. Il faut les prendre en charge. Et on peut. Et on peut. Et pour terminer, votre dernier mot, docteur? Bon, ce que je peux dire, c'est que la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. C'est vraiment... C'est un concept positif. On parle de bien-être. Et tout part de la tête. Si on ne se sent pas bien au niveau de sa tête, comment peut-on fonctionner de manière correcte au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau social? Ce n'est pas possible. Il faut d'abord se sentir bien dans sa tête pour être capable de fonctionner de manière correcte et d'être utile à la société. Maintenant, les maladies graves existent et ce sont les plus bruyantes. C'est normal. La psychiatrie se résume à la folie parce que c'est les malades les plus graves que l'on voit. Les violents. Ceux qui font des violences, etc. Mais ceux-là même sont faciles à soigner. Ils sont faciles à soigner. Les lits existent et nous pouvons les soigner pourvu qu'on nous donne les moyens de pouvoir les soigner. Nous souhaitons que l'œil de la personne, de la communauté change vis-à-vis de la personne qui a un trouble mental. C'est une personne qui a besoin d'être écoutée, c'est une personne qui a besoin d'être soutenue, d'être secourue. Nous devons vraiment faire preuve de solidarité parce que la maladie mentale a tendance à précipiter la personne vers les difficultés. C'est un cercle vicieux. Vous avez un problème, vous perdez votre travail, vous avez des difficultés sociales, il s'agit d'un cercle vicieux. Donc, je dois dire que les malades mentaux sont des pauvres parmi les pauvres en matière de prise en charge des maladies d'une manière générale et qu'une prise en charge et un accent particulier doit être donné à ces personnes qui souffrent. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour votre fidélité à Carrefour. Merci, docteur, pour vos éclairages sur une question aussi importante et ô combien complexe. J'espère que les téléspectateurs ont été édifiés sur vos réponses et que cela les aidera sans nul doute à transcender leurs propres démons et à faire évoluer leur regard sur ces personnes souffrantes qu'on qualifie abusivement de fous. En fait, en désignant sa place aux fous,
la société indique où se trouve la ligne de fracture, la norme sociale, la césure entre le normal et l'anormal. Et comme disait le psychanalyste Roland Jacquard, d'une certaine manière, la folie est pour chacun de nous une tentation et un danger permanent. Et si elle nous effraie tant chez les autres, c'est sans doute qu'elle réactive notre propre refoulé. Aussi, préférons-nous exclure plutôt que d'être exclus. À propos d'exclusion ou de rejet social, il conviendra de se demander si toute collectivité n'a pas besoin de fous, de déviants, de délinquants pour y inscrire sa négativité. Les victimes sacrificielles, les rôles maudits ne sont-ils pas nécessaires pour qu'une ligne de partage puisse être tracée entre la raison et la déraison, entre le permis et le défendu, entre le convenable et l'indécent, entre ce qui rassure et ce qui menace? Le monde est vraiment fou. Au revoir, à samedi 19h. Merci.